Bonjour, ici Claudine Fife. Je serai l'animatrice du balado aujourd'hui. On vous présente un sujet d'intérêt, du moins je l'espère, sur comment développer ses projets d'approvisionnement au Mexique. J'aurai un invité très expérimenté, beaucoup de bagages dans ce domaine, Sylvain Thibouteau. Ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. On va parler des avantages de faire affaire au Mexique. On va parler surtout de l'importance de bien se préparer et les risques, s'il y en a, et quelles erreurs ne pas commettre. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Vous écoutez le balado Finlam, qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonjour, Sylvain Thibouteau. Bonjour. Bonjour, je suis très contente de te recevoir. Sylvain, si tu as une expérience et des connaissances dans un domaine qui sont très prisés, disons, sur le marché de la PME aujourd'hui, et c'est vraiment à titre d'expert en développement du marché de l'approvisionnement au Mexique que tu es là. J'ai plein de questions pour toi. On va vraiment adresser plusieurs sous-thèmes à ce grand thème-là. Tu es là aussi en tant qu'expert parce que cette grande curiosité s'est amorcée du temps de Bombardier Transport, où tu as été là, directeur pendant une 20aine d'années, pratiquement. Effectivement. Et notamment avec des responsabilités qui étaient celles de développer les opportunités, tout au moins d'aller vérifier les opportunités puis les bénéfices de travailler avec le Mexique. Donc, très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Tu es la meilleure personne pour nous parler du Mexique et de ce que ça peut représenter comme opportunité. Bien, merci pour l'invitation. On va essayer de répondre à vos attentes. Je suis certaine que ce sera le cas. Sylvain, si tu es d'accord, avant de commencer à parler plus particulièrement du Mexique, de ses avantages, des risques qui peuvent y être associés, je pense qu'il est fondamental d'éclaircir une notion qui est celle du best cost et du low cost. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête des entrepreneurs, pas juste des professionnels de l'approvisionnement. Puis en confondant les deux, on ne se prépare pas nécessairement de la bonne façon. Donc, peux-tu nous expliquer la différence entre le best cost country et le low cost country pour commencer? Dans un contexte d'approvisionnement international, oui. Je pense que c'est important de faire cette distinction-là. Oui, bien absolument. En fait, le low cost country vient des pays à faible coût. Donc, notre croyance, c'est que c'est là que ça coûte pas cher. Puis c'est là qu'il faut aller quand on veut sauver de l'argent. Quand on va plus dans un cas de best cost country, bien là, on va vraiment analyser qu'est-ce qui est le meilleur fournisseur ou la meilleure source d'approvisionnement pour répondre à notre besoin. Fait que le best cost country peut être un fournisseur local, comme il peut être un fournisseur dans un pays à faible coût. Dépendamment de ce qu'on recherche puis des bénéfices qu'on cherche, bien, la différence, ça va se faire là. Dirais-tu que c'est comme le point de départ de tout ce qu'on fait dans le sourcing international, de toute façon, à définir si on doit s'approvisionner localement ou si on peut le faire? Dirais-tu aussi qu'il y a comme un prérequis à ça, qui est d'avoir une maîtrise quasiment complète de tout ce qui est coût interne? Parce que ça aussi, c'est souvent une lacune, puis si on n'a pas ça complètement, ben on fait les mauvais choix. Est-ce que tu dirais les deux de façon intime, là? Ben, c'est clair. Pour moi, c'est le nerf de la guerre, à quelque part. Si tu ne sais pas ce que ça te coûte pour faire un produit, si tu ne comprends pas les différents impacts financiers de chacune des décisions par rapport à tes choix de fabriquer interne, d'aller en sous-traitance, en Asie, en Europe, au Mexique, peu importe, bien, nécessairement, tu risques de prendre une décision qui va être basée sur de l'émotion et non sur des faits. Oui, puis avec l'échec, potentiellement, là, qui va venir avec ça. Et le fameux prix de revient, on va avoir un balado là-dessus pour démystifier aussi le prix de revient. Okay. Je pense qu'on n'a pas des professionnels de l'approvisionnement toujours bien outillés pour faire ces bons calculs-là, quoi utiliser comme données, mais ça aussi, ça devient l'élément fondamental pour la suite des choses. Clairement. OK. Le Mexique. Dis-moi, en particulier, quand est-ce que ça devient une bonne option? Quand est-ce qu'on dit le Mexique, pour moi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Bien, il peut y avoir différents déclencheurs là, qui vont faire en sorte qu'on va se dire, je devrais-tu aller au Mexique ou pas aller au Mexique? En fait, il faut se questionner à savoir, est-ce qu'on a besoin d'aller trouver des fournisseurs pour faire des produits qu'on faisait à l'interne, par exemple, pour réduire nos coûts?
le Mexique peut être une option. Est-ce qu'on veut rapatrier des produits qui se fabriquent dans un autre pays à faible coût, en Asie ou en Europe de l'Est, ou des choses comme ça, en se disant qu'on aura peut-être plus de bénéfices, dont on parlera un petit peu plus tard, de le faire au Mexique. Il faut se questionner sur notre stratégie, là, qu'est-ce qu'on souhaite, comment on veut y arriver, puis là, à partir de là, on va aller de l'avant. Là. OK. Donc, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de préparation. On ne s'improvise pas comme ça dans un projet, que ce soit le Mexique ou ailleurs, d'ailleurs. Maintenant, ta connaissance du Mexique après toutes ces années-là, peux-tu nous décrire un peu les forces en termes géographiques? Est-ce qu'il y a des régions particulièrement plus actives au niveau industriel? Est-ce qu'il y a des spécialités, disons, au Mexique qu'on peut déjà considérer dans nos analyses de départ? C'est certain qu'il y a différentes régions au Mexique qui ont différentes sphères d'activité, là, on va le dire comme ça. Plus au sud, là, il y a toutes les régions touristiques, là, où c'est moins industriel, mais là, on commence à remonter vers le sud jusqu'à vers le nord. Il y a peut-être 2, 3, 4 régions là, principales. Là. Il y a au sud, où on a plus les régions industrielles pures et dures, là, avec un peu d'automobile, mais vraiment l'industrie de base. On remonte un peu plus au centre, on va avoir plus de technologie en automobile, en aéronautique. Puis aussi vers la côte Pacifique, là, on va commencer à avoir des régions plus électroniques, des choses plus technologiques. Puis au nord, vraiment près de la frontière, ben là, c'est beaucoup les entreprises nord-américaines qui veulent faire affaire ou s'installer au Mexique, qui vont s'installer là pour être à proximité de leur milieu. De la frontière. Et voilà. Puis comprendre que chacune des régions, ben, plus que tu es au nord, tes coûts vont être plus élevés, puis plus que tu vas descendre, ben, plus que tes coûts vont être avantageux parce que, étant proche des États-Unis, ben, les pays frontaliers... Ça se valorise. Et voilà. Ça donc, se valorise, dépendamment de ce que tu as besoin, de ce que tu recherches, la région peut devenir importante à faire le bon choix. Mais c'est génial comme setup, ce que tu viens de décrire, parce que déjà, ça peut nous orienter. Puis on comprend aussi que le Mexique, là, ils viennent pas d'arriver dans le décor de l'approvisionnement. Ils sont là depuis un certain temps. Il y a une maturité de marché aussi, hein. Donc, OK. Une fois qu'on a déterminé ça, il y a des avantages. On ne peut pas faire autrement que d'en parler. C'est clair. Sinon, on n'irait pas. Et voilà. Tu viens d'en glisser un mot. Il y a l'aspect de la proximité géographique, qui est très certainement un des premiers avantages à considérer, surtout pour toutes les entreprises nord-américaines. On est beaucoup dans la dimension de l'inflation des coûts de transport. Il y en a qui en ont beaucoup souffert pendant la pandémie. Oui. Donc là, évidemment, si tu es sur le terrestre, tu as des moyens, puis tu peux limiter tes coûts, tes accès aussi. Puis ceux qui sont plus sensibles à l'ESG puis à l'environnement, ben ça peut être aussi une forme de réduction de son empreinte carbone, de voyager moins, d'être moins sur des conteneurs maritimes, etc. Fait que tu serais d'accord à dire que ça, c'est pas mal... C'est le gros avantage. Puis de la forme géographique mexicaine aussi, ça favorise beaucoup les transports multimodales parce qu'ils sont proches des océans. Donc, tout ça ensemble fait que ça devient un avantage. Il y a d'autres avantages qu'on peut parler, qu'on en parlera plus tard, mais... Fait que très certainement, celui-là, c'est vraiment un important. Les accords commerciaux, est-ce que ça joue beaucoup dans cette décision-là par rapport à un autre pays où on n'en aurait pas, par exemple, où ce serait pas... clairement, là, l'accord de libre-échange là, qui s'appelle maintenant là, le CUSMA, là, en français, je pense que c'est l'AECUM. AEUMC. Dans ce style-là, je m'excuse pour l'acronyme me manquer, mais bref, c'est certain que il n'y a pas de taxe d'importation des produits par rapport à des livraisons qui viennent du Mexique, des États-Unis ou du Canada. Il y a des tarifs favorables. Il y a des tarifs favorables. Contrairement à d'autres pays où, là, quand on parlait de gérer nos coûts, de comprendre nos coûts, ça vient impacter un prix de pièces de façon importante. Ça fait partie. Voilà. Surtout quand on a toujours en tête 2 objectifs, là, comme professionnel de l'approvisionnement, c'est de faire en sorte que son entreprise soit rentable, mais elle soit compétitive. Donc ça, c'est tous des éléments qui viennent directement impacter nos prix. Mm-hmm. L'autre avantage qui est... On en parle en troisième, mais probablement que c'est celui qui pèse le plus, disons, c'est celui du coût de la main-d'œuvre. Puis on n'en parle pas de façon péjorative, mais c'est une réalité de marché. Donc, dans quel contexte le coût réduit de la main-d'œuvre au Mexique peut devenir vraiment un élément déclencheur dans la prise de décision?
Bien, faut comprendre qu'un employé d'usine, là, bon, les salaires sont de beaucoup différents par rapport à ce qu'on gagne ici au Canada ou aux États-Unis. Donc, les employés d'usine ont un salaire beaucoup moins élevé que par ici, ce qui fait qu'un produit qui a beaucoup de main-d'œuvre, quand on le fabrique chez nous, ben, va devenir un intérêt marqué d'approvisionner avec le Mexique. Fait que tout ce qui est, comme on dit, le labor intensive, là, dans ton procédé de fabrication, voilà, par exemple, ça, c'est un élément là, qui vaut la peine là, On devrait se questionner à savoir, c'est peut-être un produit qui ferait du sens pour aller approvisionner au Mexique parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre dans la composition de mon prix de revient de cette pièce-là. Donc, ça devient un atout. Là. Donc, on revient encore à l'analyse des coûts, à la compréhension de son prix de revient aussi. Puis les salaires moyens, je le mentionne juste comme ça, là, mais effectivement... selon les statistiques qu'on regarde, on est peut-être au Mexique à entre 17 et 20 000 par année canadien. Et puis au Québec seulement, on est à 40 45 000. Puis là, on n'est pas nécessairement dans le niveau d'emploi concerné, mais il reste que les salaires, c'est sûr que c'est un avantage. La démographie est avantageuse ou pas au Mexique? Bien, la moyenne d'âge mexicaine, pour le moment, c'est 31 ans, alors que par ici, on est plus autour de 42, je pense. Au Canada, en tout cas, on est au-dessus de 40, ça, c'est certain. Donc, il y a déjà un bassin de... Donc, c'est des jeunes travailleurs, c'est des gens qui veulent être actifs sur le marché du travail. La majorité de la population est dans ce créneau d'âge-là, donc ils sont sur le marché du travail. Ça rend une ressource disponible pour travailler. On entend parler des difficultés de trouver des ressources. C'est un problème qu'on vit par ici. Puis eux autres aussi ont des pénuries de main-d'œuvre pour certaines catégories d'emploi. Exactement. Là, les main-d'œuvre plus spécialisées ont aussi des difficultés, comme par ici au Mexique. Quoique cela a son importance dans une entreprise, ce type de main-d'œuvre-là, c'est pas ce qu'on recherche quand on veut s'approvisionner au Mexique. On recherche des pièces qui ont beaucoup de main-d'œuvre, donc du travail manuel d'usine. Puis cette ressource-là, elle est disponible présentement au Mexique. Donc, ça reste quand même un avantage marqué de pouvoir utiliser ce pays-là ou ces ressources-là pour nos besoins. Selon le type de travail. Voilà. Est-ce que, Sylvain, on prend l'opportunité ici au passage de parler du make or buy? C'est make or buy, une espèce de concept en approvisionnement qui nécessite aussi une réflexion puis une analyse, à savoir est-ce que je fais moi-même, est-ce que j'achète, est-ce que... Ça, c'est aussi au cœur de la réflexion quand vient le temps de décider si on va s'approvisionner à l'extérieur. Comment tu introduis ça, toi, dans ta réflexion plus globale? Ben, en fait, pour comprendre ce qui fait du sens ou ce qu'on doit approvisionner au Mexique, on doit se poser les questions. Bon, qu'est-ce que ça nous coûte, nous, notre produit à l'interne? Si on le fabrique, on doit déterminer ce qui nous coûte, ce produit-là. Donc, c'est ce qui va nous permettre de comprendre c'est quoi la portion de main-d'œuvre, par exemple, qui est dans notre prix de pièce. Là. Si notre prix de revient est bien fait, on va avoir notre prémisse de base pour déterminer nos coûts internes, c'est ce que ça coûte. Puis ensuite, bien là, on va vérifier le marché mexicain. On peut vérifier le marché de d'autres pays en même temps dans notre analyse make or buy. Puis là, on va déterminer, j'ai un avantage marqué à faire mon approvisionnement en buy plutôt qu'en make. Puis là, bien entendu, les analyses entre pays deviennent importantes aussi pour aller à la bonne place. On peut sembler des fois avoir un prix unitaire beaucoup plus avantageux d'un pays d'Asie, par exemple, par rapport à un prix unitaire de pièces au Mexique. Mais quand on se met à mettre dans la balance tous les coûts de notre analyse, donc le transport, les tarifs qu'on parlait précédemment, les frais de douane, les frais d'inventaire qu'on doit avoir plus en avance parce qu'on fait venir ça par conteneur. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que dans quelques minutes, on va faire l'espèce de parallèle aussi sur le... Pas rester sur l'impression que je vais économiser parce que mon prix de pièce ou mon prix de produit est moindre. Il faut vraiment regarder ça dans son ensemble. Puis selon la source, selon l'origine, il y a une multitude de coûts qu'il faut vraiment considérer. Puis il ne faut pas manquer le bateau non plus parce que notre business case, il va être un petit peu effrité. Voilà. Donc, dans les avantages, on a aussi parlé, tu l'as mentionné, l'infrastructure logistique. Ils sont équipés, ils ne viennent pas de construire tout ça. C'est déjà disponible et c'est important dans notre analyse. Qu'est-ce que tu nous dirais du support gouvernemental? Alors, vois-tu un avantage au Mexique en particulier?
sur cet aspect-là? Certainement que les Mexicains, le gouvernement, il aide beaucoup les entreprises là, dans leur développement. Fait qu'ils ont un support à ce niveau-là là, pour développer puis justement s'exporter vers d'autres pays. Puis naturellement, pour eux, s'exporter vers d'autres pays, ça vient de l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, le Canada, avec lequel ils aiment beaucoup faire affaire, les Mexicains. Donc, c'est certain que l'aide gouvernementale pour permettre l'amélioration des équipements d'usine puis des choses vient aider. Ils sont vraiment, eux, dans des programmes d'expansion, puis de favoriser les affaires avec les étrangers. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Une fois qu'on décide d'y aller, qu'on dit oui, on a fait toutes nos analyses, nos coûts, et c'est rentable, ou c'est efficace au niveau du transport, j'ai bien géré tout ça, comment on se prépare? À quoi il faut s'attendre? Parce que là, on rentre dans le cœur de l'exécution de notre projet. Là. On est dans oui, j'y vais. Comment on se prépare, puis à quoi il faut s'attendre vraiment là, quand on amorce une relation de fournisseur avec les Mexicains? Effectivement, qu'il y a une préparation. Comme tout fournisseur qu'on développe, que ce soit local ou international, on a une préparation à faire, mais c'est important de connaître avec qui on va faire affaire, puis de comprendre comment ils veulent faire affaire avec nous, puis d'adhérer à ces choses-là. Fait que comment qu'on se prépare, je pense qu'on a besoin de comprendre la culture du pays, fait que de s'affilier avec des gens qui connaissent bien le pays, d'utiliser des ressources qui sont disponibles sur place ou localement ici au Canada pour aider là-dedans, c'est une bonne chose. Il faut comprendre leur culture. Il faut comprendre que pour faire une bonne business avec une compagnie mexicaine, il va y avoir une relation plus que commerciale à avoir. Il va falloir développer une proximité avec les gens pour qu'ils comprennent que c'est pas la compagnie ABC avec qui je fais affaire, mais c'est avec Claudine que je fais affaire. Fait que ça ouvre beaucoup. Il y a un rapport individuel derrière la relation d'affaires. Exactement. Ça, c'est super important de le maintenir, d'investir ce temps-là. Il faut être prêt à investir du temps parce qu'ils ont besoin de ce développement-là. Donc, il faut être patient parce que ça va prendre un peu plus de temps que d'envoyer un appel d'offres, d'avoir un prix, de placer une commande. Il va falloir développer le fameux rythme. Voilà, développer notre relation. Que ce soit plus lent ou que ce soit pas au même rythme que nous sur beaucoup d'aspects. Puis ne pas confondre, je fais une petite parenthèse, ne pas confondre le rythme de développement des affaires avec le rythme de livraison à temps par la suite. Ils vont être à temps quand même. Là, ça n'empêchera pas de livrer selon nos attentes, le fait que le déroulement ou l'exécution se fasse à un rythme différent. Exactement. Il faut juste comprendre leur rythme à eux puis se plier à leur rituel. Si on veut faire des affaires, c'est pas sorcier, là, c'est juste c'est basé plus sur l'humain que sur le business comme tel. Donc, j'imagine que pour arriver à faire ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de connaissances qui s'accumulent. Et toi, ça fait une vingtaine d'années que tu œuvres avec cette communauté-là. Mm-hmm. Donc, il y a des choses qui deviennent presque des réflexes. Quelqu'un qui veut amorcer une relation avec un fournisseur mexicain ou des fournisseurs mexicains, il doit se donner le temps de le faire, doit se préparer. Absolument. Mais comme n'importe quelle culture nouvelle qu'on a aussi à apprivoiser. Tout à fait. Il faut être curieux, il faut être intéressé, il faut être respectueux. Exact. Puis on arrive avec ça à des beaux résultats. Dans les éléments à souligner là, quand on veut bien se préparer, tu as des choses à nous dire sur l'aspect de la négociation. Donc, comment elle se déroule, sur quoi on peut vraiment insister dans le cadre de la préparation de la négociation? As-tu des petits trucs à nous révéler? Ça va prendre du temps. Donc, comme on disait tantôt, il faut être patient. Le processus de négociation est long. Ils vont prendre le temps de regarder, d'analyser, mais ce qui va être plus important pour eux, c'est pas le contrat signé papier qu'on va avoir fait. C'est la poignée de main qu'on va se donner en se disant on est d'accord, on va de l'avant. Ça, ils vont le respecter. Je ne dis pas qu'ils ne respecteront pas le contrat, mais ils vont mettre de côté, puis c'est ta parole qu'ils vont respecter. C'est des traditions. Hein? On a été à cette époque-là, nous, on s'est fait un peu englober et puis engloutir dans d'autres types de pratiques, mais il reste que la poignée de main dans bien des pays, ça vaut cher, ça vaut vraiment un engagement. Donc, ça, c'est bien de le noter. Et là, c'est intéressant de faire notre parallèle avec l'Asie sur... toi, tu as noté qu'il y a des conditions quand même commerciales à ne pas négliger. Quand on travaille, par exemple, avec le Mexique, et puis le parallèle qu'on le fasse avec la Chine ou avec l'Asie en général, là, il y a des choses intéressantes. D'abord, sur les avances. Hein? Il y a des pays d'Asie qui sont très gourmands sur le niveau des avances.
ça peut être dans le cash flow, ça peut être quelque chose d'assez compromettant. C'est un impact marqué, effectivement. Puis toujours en US. Donc, il y a aussi une fluctuation qu'il faut tenir compte là, à l'extérieur. Après ça, on fait un parallèle avec l'Asie, par exemple. Sur les niveaux des inventaires, tu en parlais, c'est les commandes minimum qui peuvent être des volumes assez fous. En fait, contrairement à l'Asie ou les pays qui sont plus loin, parce que là, ils veulent t'envoyer ça par conteneur. Là. Bon, c'est pas toujours un conteneur plein, mais on s'entend qu'il y a quand même un peu de volume pour que ça vaille la peine aussi. Là, c'est plus facile d'avoir les pièces en plus petite quantité un peu. On s'entend que pour que ça fasse du sens, il faut en acheter plus que 3-4. Mais tu vas avoir les pièces moins longtemps d'avance. Donc, au lieu de payer des pièces d'avance qui vont prendre 1 mois à s'en venir, ou des fois 2, à s'en venir par bateau, d'arriver chez vous, de mettre ça dans un entrepôt pour plusieurs mois, le temps de consommer ta matière, bien là, tu vas pouvoir commander pour dans 2 semaines parce que le transport n'est pas si loin. Tu vas pouvoir mettre des inventaires moins élevés. Donc, c'est une moins grande pression sur le cash flow de ne pas avoir payé d'avance puis de réduire ton niveau d'inventaire. Ouais. Donc, ça, c'est un avantage marqué avec les Mexicains pour un taux horaire à peu près équivalent à celui de la Chine. Oui, puis, tu sais, c'est intéressant. Puis, on se rapproche. Là, je sais que pendant la pandémie, le just-in-time avait presque disparu là, parce que c'était un concept qui était un petit peu trop à risque. Mais avec des fournisseurs mexicains qui sont établis, qui sont fiables, on peut presque imaginer du just-in-time ou s'en rapprocher tout au moins. Là, par rapport effectivement, pas si loin là, parce que quelque part, il y a un minimum. Là, il reste quand même quelques 5000 km entre les deux pays, là, mais malgré tout. Mais malgré ça, on peut quand même gérer ce risque-là de disponibilité plus facilement. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme autre élément à penser au niveau budgétaire? Là? Dans quoi il faut mettre de l'argent au début dans un projet comme ça quand on commence à travailler avec un nouveau Mexicain? Mais là, tu vas me dire, on fait ça partout, puis tu vas avoir raison. Le contrôle de la qualité? Oui, en fait, il va falloir investir du temps au développement puis au contrôle de la qualité. Au départ, c'est mieux d'avoir nos propres yeux pour confirmer ce qu'on voit, mais... Recommanderais-tu des formes d'audit, de faire des audits un peu régulièrement? Effectivement, minimalement un audit de qualification de fournisseur pour comprendre comment il est organisé, qu'est-ce qu'il y a en place. Puis, il ne faut pas penser que parce que c'est une compagnie au Mexique qui n'ont pas les structures qu'on a par ici, là. Les usines ont le tableau de bord, puis le PPI, qualité, la même chose, effectivement. En fait, on va voir les deux comme on a les deux par ici, mais il faut faire les bons choix de fournisseurs pour notre besoin. Ouais. Fait qu'il faut investir un petit peu de temps là-dedans, puis s'assurer que le fournisseur est apte à répondre à notre besoin, puis à partir de là, on va être en mesure d'avoir nos pièces de qualité sans avoir à redébourser par la suite. J'ai une question qui me vient. Est-ce que dans la culture mexicaine, ils sont assez... est-ce qu'ils sont favorables aussi? Ils accueillent facilement les demandes de changement? Ou est-ce que c'est une culture qui, si on note des éléments un peu plus négatifs techniquement, par exemple, dans nos visites ou dans nos audits, est-ce qu'ils sont assez accueillants des demandes de changement ou des demandes d'ajustement, ou est-ce qu'ils sont flexibles sur certains aspects? Je vais dire oui, ultimement, oui. Un Mexicain, culturellement, il ne dira jamais non. Fait que peu importe ce qu'on va lui demander, ils vont sembler nous avoir dit oui. Fait que c'est important de s'assurer là, du message, c'est un vrai oui. Le non-verbal, puis par des questions, s'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'on veut. Ça les chicote un petit peu de se faire dire qu'ils ne sont pas corrects ou qu'ils n'ont pas bien réussi. Mais ils vont adhérer à ça, puis ils vont apporter les changements qu'on leur demande. Quand c'est bien communiqué aussi, puis c'est respectueux dans la demande, on a quand même une belle ouverture. C'est ça. On a parlé des avantages, on a parlé des choses à faire attention. Maintenant, si on parle des risques, si on peut appeler ça des risques, des mises en garde, disons, quand même des éléments qui valent la peine de s'y attarder. Il y en a quelques-uns en particulier. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se poser la question aussi, parce que comme une association d'idées, là, Mexique, plus dangereux, considères-tu que la sécurité est encore un enjeu vraiment au Mexique? Comment est-ce qu'on contrôle ça, qu'on gère ça? C'est certain que le Mexique demeure un pays plus dangereux que le Canada, par exemple, que plusieurs autres pays. Le crime organisé est très présent, puis les trafiquants. Donc, il faut être capable d'agir avec la bonne façon ou la bonne approche pour ne pas attirer l'attention de notre présence au Mexique. Donne-moi des exemples, voir. Déjà qu'on n'a pas l'air d'un Mexicain quand on y va, là.
Mais tu sais, il ne faut pas... c'est tentant là, d'arriver au comptoir de location d'auto puis de louer la voiture de luxe ou d'avoir des beaux gros bijoux puis être habillé un peu plus luxueusement comme on vit par ici. On va attirer clairement l'attention. Fait il faut rester low profile, si je peux me permettre l'expression, tout en respectant leur culture, en parlant avec les gens, en étant proche des gens. Puis il faut nécessairement, faut pas faire exprès pour s'embarquer dans des places où ce qu'on connaît pas, où ça peut être dangereux. Comme dans tout pays, là, il y a des zones qu'il faut pas aller. Donc, il faut se renseigner. On se renseigne où, principalement? La connaissance du pays. Donc, d'avoir des... C'est sûr que le gouvernement du Canada, ils ont sur leur site, ils donnent les régions les plus à risque, les plus dangereuses qu'il ne faut pas aller. Puis de connaître des personnes locales qui connaissent bien le terrain, qui savent où aller ou pas aller. De confiance, qui sont fiables, qui vont... C'est la clé là, pour se diriger dans les bons endroits là, parce que il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver si on n'est pas prudent, bien entendu. Mais il y a moyen d'être prudent puis de faire en sorte qu'il ne nous arrive rien puis de développer notre business avec les Mexicains. Et en fait, c'est les gens d'affaires aussi qui sont responsables un peu de cet élément-là, parce que l'aspect sécurité, dans beaucoup de pays, elle est omniprésente, puis on arrive quand même à travailler, mais il ne faut pas négliger non plus ça. Pas parce que c'est tout près géographiquement que... La fluctuation du taux de change, parce que je sais aussi qu'il y en a qui vont peut-être se questionner sur est-ce que c'est un risque important pour moi financièrement, la question de la fluctuation du taux de change. Le peso mexicain qui s'aligne pas dans le sens où qui se coordonne, mais que nous on convertit en US. Qu'en est-il la question de la fluctuation du taux de change? Est-ce que c'est un véritable défi? Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est un risque qu'on peut contrôler de différentes façons et différents moyens maintenant de contrôler ça? Effectivement, là, c'est un risque, puis on doit le contrôler au même titre qu'on fait affaire avec les États-Unis ou avec l'Europe. Même chose. La fluctuation du taux de change, mais il y a des mécanismes là, qui existent pour protéger les valeurs de taux de change, pour se permettre d'égaliser ça puis de ne pas avoir de mauvaises surprises quand ça se passe. Puis même, si on était un petit peu, je vais dire, attentif à ce qui se passe, ça peut même devenir un avantage quand on peut se permettre de jouer avec le taux de change lorsqu'il nous est favorable, dans un sens ou dans l'autre, à ce moment-là, on peut en bénéficier des avantages aussi, si on le gère bien puis si on s'occupe bien de ce taux de change-là. Donc, oui, il y a un risque si on n'y fait pas attention, si on n'y porte pas attention. Parce que la plupart des fournisseurs plus importants, en tout cas au Mexique, si je comprends bien, ils vont vouloir être payés en argent américain. Tout à fait. Donc, ça, c'est un incontournable. Donc, ce qu'il faut gérer, c'est vraiment le dollar américain. Voilà. S'assurer qu'on n'ait pas de fluctuation du prix peso en dollars américains. Mais si tout est fixé déjà en dollars américains, c'est ce taux-là, c'est cette devise-là qu'il faut gérer. Puis effectivement, il y a plein de mécanismes avec vos banques. Vous pouvez aussi consulter. Il y a plein de dérivés, il y a plein de hedging, il y a plein d'éléments là, qui nous permettent de contrôler la volatilité dans les taux de change. La complexité des procédures douanières, on en avait parlé un peu ensemble. Ça, c'est un élément quand même qu'il faut considérer dans la décision là, et dans le suivi, dans l'investissement du temps. Exactement. C'est plus qu'il faut être conscient qu'il y a des procédures douanières un peu différentes juste entre le Canada et les États-Unis. Pour sortir un produit du Mexique, il y a un DODA là, qui appelle un document mexicain qui oblige la compagnie qui vend à autoriser, si on veut, la sortie du produit du pays pour pouvoir l'importer par la suite. Il y a beaucoup de documentation. Il y a plus de documentation. C'est important de s'assurer que le partenaire avec qui on va travailler pour faire affaire au Mexique comprend ces éléments-là, qui est à l'aise avec ces éléments-là d'exportation pour lui. Puis ça se gère bien avec des courtiers en douane. Donc, si on détermine ici un partenariat avec un courtier en douane qui a de l'expérience sur le marché mexicain, par exemple, lui, il peut gérer tous ces prérequis de documentation pour nous, là? Il va pouvoir nous guider là-dedans puis s'assurer que le fournisseur mexicain, il a une compagnie équivalente, un courtier équivalent qui s'assure de se conformer pour l'export du Mexique vers les États-Unis ou vers le Canada là, pour la suite des choses. OK. C'est quand même quelque chose qui peut devenir administrativement un petit peu plus lourd. Il faut en être conscient. Mais une fois qu'on connaît les règles puis qu'on a des bons partenaires pour nous accompagner là-dedans, les choses se passent bien. Parce que le risque, ça peut être après, on est bloqué, c'est arrêté aux douanes, il y a des délais de livraison, il y a des retards. Donc, on peut s'imaginer que si on a besoin de la matière ou du produit, ça peut être compliqué. Tout à fait.
En terminant sur ce volet-là du Mexique, si je te posais la question, Sylvain, quelles sont les erreurs que les entrepreneurs commettent le plus souvent dans l'élaboration d'un projet d'approvisionnement au Mexique en particulier? Quelles seraient ces erreurs avec ton expérience? Qu'est-ce que tu as vu le plus souvent? Je pense que d'entrée de jeu, on ne fait pas notre analyse de coût correctement, donc on achète un prix de pièce au lieu d'acheter un prix total d'acquisition. Donc ça, c'est une erreur importante qui se fait. Puis on est souvent déçu après parce que ce qu'on a acheté, c'est pas ce qu'on a... Le prix qu'on pense à payer, c'est pas ce que ça nous coûte réellement. Puis aussi, le fait de ne pas s'affilier avec les bonnes ressources ou les bonnes personnes pour te guider là-dedans, ça peut être une autre problématique. Comment on les trouve, ces ressources-là? Ben écoute... c'est un réseau de contacts? Il y a ça, puis bien sûr que les chambres de commerce mexicaines ou locales avec le gouvernement peuvent nous guider vers ça. C'est des choses qui se font, là. C'est des choses que je fais au quotidien là, avec différents... Oui, toi, tu as tissé ton réseau de personnes fiables et de confiance au fil des années. Donc ça, pas sous-estimer l'effort nécessaire a priori sur ces éléments-là avant même de démarrer. Je pense que c'est important, il faut le dire. Exact. Et ce qui, selon toi, doit être considéré comme les facteurs clés de succès? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est un élément qui est dans la construction, le développement, l'entretien de la relation? Est-ce que tu dirais que c'est le facteur le plus important? C'est probablement le plus important, de faire le bon choix de partenaire puis de développer la bonne relation. Mais je pense que c'est important aussi de faire le bon choix de produit pour avoir un succès dans notre développement avec un fournisseur mexicain. C'est important de prendre le temps de respecter dans le développement avec notre fournisseur leurs règles d'étiquette, d'éthique qu'ils veulent qu'on... L'éthique n'est peut-être pas le bon mot, mais la façon de faire des affaires avec eux, là, ça, c'est important. Oui, tu disais qu'ils étaient plus protocolaires un peu. On n'est plus habitué à ça en Amérique du Nord, en général, là. Particulièrement Canada, États-Unis, mais eux sont un petit peu encore attachés à ces traditions. La hiérarchie, puis ces choses-là, comment tu es habillé pour une rencontre. L'apparence, oui. La carte d'affaires. La petite carte d'affaires est encore importante pour eux. Là, parce que tu as raison de dire qu'ici, ça disparaît tranquillement. Hein? Tout le monde connecte différemment. On est dans notre téléphone, on a nos contacts, puis on va avec ça. Mais dans beaucoup de pays, ils sont vraiment très attachés à la carte d'affaires. Elle a vraiment une signification importante. Puis je pense qu'il faut s'armer de patience, puis s'attendre à faire des suivis, beaucoup de suivis, puis encore des suivis pour s'assurer... Du moins pour la période de démarrage de la relation. Une fois que les choses sont bien établies puis qu'on a une relation à plus long terme avec notre partenaire mexicain, je dirais qu'on peut relâcher un peu notre vigilance puis ça va continuer de bien aller. Là. OK. Mais tu sais, ça me fait penser en terminant à certains éléments qu'on constate déjà dans l'entreprise aujourd'hui, qu'on n'est pas très fort tout le temps, en tout cas pas suffisamment... sur la gestion et l'accompagnement de nos fournisseurs. Là, forcément, quand on est déjà dans un autre pays, il faut mettre encore plus d'efforts à bien gérer, à bien développer cette relation-là, puis à l'entretenir. Je fais souvent le lien avec la pandémie. Hein. Ceux qui avaient bien fait ça s'en sont sortis mieux que d'autres. Il y a aussi une importance, hein, puis je termine là-dessus parce que on en revient toujours à la compréhension de nos coûts. Si on n'a pas ça, si on n'a pas la maîtrise de tous ces coûts, le fameux TCO dont on voit partout, on ne peut pas vraiment établir la meilleure stratégie. Ben non. Puis si on développe un business case avec ces données-là, moi, je pense tout le temps, puis on en parle souvent, c'est de la crédibilité. Si on a manqué notre coup là-dessus, ça peut être assez dommageable. Là. Ça peut être assez fatal comme expérience. Ça peut coûter beaucoup d'argent. Et puis, on n'en a pas tout le temps. On n'en a pas tout le temps plein à dépenser. En fait, on n'en a pas à gaspiller, jamais. On n'en a pas à gaspiller, tout à fait raison. Donc, Mexique, c'est une super option. Il y a plein d'avantages. Il y a quelques risques. Il faut les mitiger, il faut les identifier. Il faut investir en temps, en argent. Et puis, on peut avoir des succès très, très importants en approvisionnement. Sylvain, c'était un plaisir. Merci d'avoir partagé cette expérience-là avec nous. Merci beaucoup. Merci. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.